Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une vidéo différente des précédentes. Une vidéo qui s'articule autour des livres d'astrologie que je recommande, à la fois des livres pour débutants, de praticiens astrologues complètement débutants, complètement néophytes, ou alors, dans une deuxième partie, des astrologues un peu plus avancés, des praticiens en astrologie qui ont déjà les fondamentaux et qui souhaiteraient connaître une astrologie un peu plus profonde, un peu plus psychologique et un peu plus archétypale. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, comment as-tu appris l'astrologie ? Et pour moi, j'ai appris l'astrologie principalement à travers les livres, à travers des livres d'astrologie, mais pas seulement, j'ai aussi fait des formations, notamment une formation en astrologie traditionnelle qui est celle de Chris Brennan, qui est parmi les premiers à avoir parlé d'astrologie hellénistique, qui nous vient de la Grèce antique, qui était l'astrologie pratiquée par les anciens en fait de la Grèce antique. J'ai appris cette astrologie-là pour à nouveau me tourner vers une astrologie un peu plus psychologique, un peu plus archétypale et qui donc s'articule autour de l'inconscient collectif et individuel. Mais dans une première partie, je voulais d'abord vous présenter des livres, les fondamentaux en fait pour les débutants, ceux que je recommande, qui sont bien articulés, qui sont bien faits pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et qui aimerait comprendre l'astrologie psychologique. D'abord, il y a un livre que j'ai en version digitale, je ne l'ai pas en version physique, mais je vais le faire apparaître juste ici. Et c'est un livre de Johanna Woolfolk et qui s'appelle The Only Astrology Book You'll Ever Need. Et donc ça veut dire le seul livre d'astrologie dont vous aurez jamais besoin. Évidemment, le titre est très provocateur et vous imaginez bien que c'est pas tout à fait le cas. Mais au moins il a le mérite d'accrocher le regard et on se dit waouh, c'est vraiment un statement, peut-être que c'est un livre qui en vaut la peine. Et c'est un livre qui en vaut la peine effectivement pour les débutants, parce que les personnes les plus avancées seront peut-être un peu frustrées du contenu du livre. Toujours est-il que c'est un livre qui nous parle des grands fondamentaux de l'astrologie, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, qui nous parle surtout des grands mythes derrière chaque signe. Et pour ça, c'est un livre qui est extrêmement intéressant parce que il condense les mythes relatifs à chaque signe et donc on accède à l'histoire véritable derrière chaque signe. Et pour ça, il est assez intéressant pour un débutant ou pour quelqu'un qui souhaite se replonger dans le mythe relatif à chaque signe astrologique. Et donc pour acquérir les bases symboliques, je dirais que c'est un livre qui en vaut la peine. Le deuxième livre que je recommande, cette fois je l'ai en version physique. Je suis désolée, j'ai beaucoup de livres en anglais. Pourquoi ? Parce que j'habite en Suisse et que beaucoup de livres sont accessibles en anglais et il y a beaucoup de livres malheureusement qui sont très peu traduits en français pour les livres d'astrologie. C'est le cas notamment des livres de Liz Green que je vais beaucoup citer. Je sais qu'il y a des maisons d'édition françaises qui ont édité ces livres en français et qui sont extrêmement chers en français et c'est pas du tout le cas pour les livres en anglais. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté les livres en anglais, notamment en version digitale, c'est toujours un peu moins cher. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut faire de l'interprétation de thèmes astro, je recommande toujours d'avoir une version physique. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de feuilleter un livre, de prendre des notes quand on a un thème à analyser. C'est beaucoup plus pratique en fait. Mais quand on n'a pas le choix, eh bien la version digitale est quand même utile d'une certaine manière. Je dirais que les deux formats ont leur utilité. Toujours est-il que le deuxième livre que je recommande pour les débutants, c'est le livre de Stephen Arroyo, qui se présente comme ça et qui s'appelle Chart Interpretation Handbook. Il n'extrapole pas du tout la promesse du livre en fait. La promesse du livre, c'est vraiment d'avoir un livre de pratique pour pouvoir interpréter un thème astral. Et c'est précisément ce que j'ai fait et comme ça que j'ai commencé avec ce livre notamment pour me faire la main sur des thèmes astraux en me plongeant dans les interprétations de ce livre qui sont extrêmement riches en fait. Parce qu'on peut être débutant, complet, et avoir quand même envie d'avoir une interprétation qui soit riche, qui soit profonde, qui soit éloquente, qui soit érudite, et ce livre est parfait pour ça. Je me souviens aussi qu'il évoque beaucoup
toute la poésie et la force de chaque élément, et il va utiliser ces éléments comme des entités vraiment à part entière à interpréter. Déjà, le seul fait de dégager l'élément principal d'un thème astral pour lui est extrêmement important. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'astrologie, c'est comme ça vraiment que j'ai compris que le seul fait d'avoir un thème qui est dont l'eau est absolument majeure comme élément va être complètement différent d'un thème qui est régi par le feu par exemple. Je trouve que c'est une entrée en matière qui est extrêmement intéressante. Et puis pour avoir lu d'autres de ses livres, je le trouve, si je dois donner une petite critique, parfois un peu rigide et parfois un peu dogmatique, ce qui est souvent le cas des astrologues. C'est un tout autre sujet que j'aimerais beaucoup aborder, mais la thématique de l'ego dans l'astrologie, notamment chez les praticiens astrologues dont je fais partie, je ne me mets pas du tout de côté. C'est une vraie problématique et c'est quelque chose à ne pas négliger. Pourquoi? Parce qu'on va projeter des choses de son propre inconscient quand on va interpréter un thème astral. Et donc c'est quelque chose à ne surtout pas négliger quand on se positionne en tant que consultant astrologue, quand on donne son avis sur l'existence d'une tierce personne. Il faut aussi prendre en compte la problématique de l'ego. Toujours est-il que, effectivement, parfois je le trouve un tout petit peu dogmatique, mais ça reste quand même extrêmement intéressant et c'est un livre que je refeuillette volontiers régulièrement et donc que je recommande aux débutants mais aussi aux praticiens un peu plus avancés. Le troisième livre pour les débutants que je recommande, c'est un livre aussi en anglais, j'espère que vous le trouverez en français, qui s'appelle The Contemporary Astrologer's Handbook par Sue Tompkins. Et Sue Tompkins, c'est vraiment une astrologue que je recommande foncièrement. Elle a une qualité interprétative qui est du miel. Elle a vraiment le sens de l'érudition, de l'éloquence à travers l'interprétation des placements. Et je l'ai connue d'abord pour un livre que je vais citer juste après sur les aspects. Elle a écrit un livre fondamental sur les aspects en astrologie. Je l'ai découvert par ce biais-là et ensuite j'ai acheté son autre livre qui est ce livre un peu plus pour les débutants au sujet des grands fondamentaux de l'astrologie. Et je dirais que celui-ci, plus que les autres, c'est vraiment un livre que je recommande pour débuter parce qu'il balaye vraiment à la fois les dynamiques fondamentales des signes, des planètes, des aspects, à la fois au niveau individuel, donc vraiment les thèmes de tout un chacun, de vous et moi, mais aussi au niveau collectif, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une grande dynamique archétypale de Pluton qui passe dans un signe de telle année à telle année, qu'est-ce que ça veut dire pour nous collectivement. Et je rappelle que l'astrologie, initialement, c'était une discipline collective, beaucoup plus qu'individuelle, et je trouve vraiment fascinant la manière dont elle aborde la chose. Elle parle aussi beaucoup des glyphes. Les glyphes, ce sont les symboles qui illustrent chaque signe astrologique. Et pour ça, je trouve fascinant parce que j'ai trouvé très peu d'astrologues qui étaient vraiment calés dans l'interprétation du glyphe. En fait, qu'est-ce que ça veut dire de manière symbolique? Pourquoi Mercure est illustré de telle manière et pourquoi Pluton est illustré d'une autre manière? Donc Sue Tompkins, vraiment, je recommande absolument. Dans une deuxième partie, j'avais dit, je vais surtout parler des livres qui s'adressent à des astrologues un peu plus confirmés, qui sont déjà un peu plus à l'aise avec les fondamentaux. Cela dit, je fais un aparté. Personnellement, la manière dont j'ai commencé l'astrologie, c'était avec des livres relativement avancés, relativement complexes. En fait, je crois, en vérité, pour être tout à fait honnête, que les premiers livres d'astrologie, hormis les livres d'astrologie que j'ai lus dans mon adolescence où c'était vraiment du pur émerveillement, de la fascination, ça c'est une toute autre histoire, mais disons que mon cerveau était un peu plus ouvert au vocabulaire astrologique, à la mythopoétique de l'astrologie. Mais cela dit, j'y connaissais quand même pas grand chose à part les signes. Quand je me suis remise vraiment à l'astrologie dans ma vingtaine, à la fin de ma vingtaine, eh bien j'ai commencé par des livres très complexes. Et notamment des livres de Liz Green. Pourquoi? Parce que c'est simplement les livres qui m'appelaient, qui m'intéressaient. Et personnellement, je crois aux synchronicités, aux livres qui nous appellent, aux livres qui font écho à quelque chose de profond chez nous, à la fonction transcendante. Et si on est appelé par un auteur, par un livre, à un moment T,
Je pense fondamentalement que c'est parce que quelque chose nous appelle. Dans son contenu, il y a quelque chose pour nous, que ce livre soit complexe ou pas. Et pour moi, ça a été le cas de Liz Green. Je dirais que Liz Green a été absolument... Il y a eu un avant et un après dans mon existence tout entière, au-delà de mon parcours d'astrologue, quand j'ai découvert Liz Green. Et donc mon conseil est le suivant, c'est ne soyez pas frileux de commencer par des livres relativement complexes. Même s'il y a une espèce de frustration intellectuelle à ne pas comprendre tout le contenu, à se dire non mais je comprends pas en fait ce qu'elle me raconte, je ne comprends pas parce que j'ai pas les bases, il y a quand même une forme de... Le cerveau est malléable, on a des neurotransmetteurs qui se connectent sans cesse. Et je pense fondamentalement que c'est comme une nouvelle langue qu'on apprend. On apprend la langue de l'astrologie quand on s'y confronte régulièrement et pas seulement à des livres d'astrologie qui sont relativement aseptisés, très génériques, etc. Pour pouvoir se construire un vocabulaire qui nous est propre. Et ce qui était très important quand on est praticien astrologue, je pense qu'il est important aussi de se confronter à des ouvrages un peu plus complexes, d'auteurs différents, aussi d'académies, d'écoles d'astrologie différentes, pas seulement l'astrologie psychologique, ça peut être d'autres types d'astrologie. Et c'est comme ça qu'on développe son propre langage astrologique. Cet aparté est refermé. Maintenant, je voulais parler du deuxième livre de Sue Tompkins que je recommande, c'est Aspects in Astrology. Et ce livre nous parle des aspects. Qu'est-ce que sont les aspects? Et Sue Tompkins nous parle vraiment des dialogues planétaires entre chaque planète, entre chaque placement. Comment ces entités vont dialoguer entre elles, comment elles vont se clasher ou alors entrer en harmonie. Et elle ouvre vraiment un dialogue entre deux entités planétaires qui est absolument fascinant. Je pense que à vrai dire, je connais pas d'autres auteurs en astrologie qui en parlent aussi bien des aspects. C'est un livre qui est extrêmement connu parce que magnifiquement écrit. Et pareil, j'ai commencé mes interprétations de thèmes astro avec ce livre à côté de moi, en version digitale toujours. Maintenant, on rentre dans le dur avec les livres de Liz Green et de Howard Sass-Portas, qui est un astrologue avec lequel elle collaborait souvent. Malheureusement, à ma connaissance, il n'a pas publié beaucoup de livres parce qu'il est décédé relativement jeune. J'ai noué une relation intellectuelle en lisant les livres de Howard Sass-Portas incroyable avec lui parce que il a une profondeur absolument inégalée pour parler de certains placements, de l'évolution de la psyché avec l'astrologie, etc. Pour revenir à Liz Green, le premier livre que je recommande, c'est The Luminaries. Donc je pense que ça s'appelle en français Les Luminaires. Ça fait vraiment magasin de luminaires, mais je crois que ça s'appelle comme ça aussi en français. Elle nous parle dans ce livre du soleil et de la lune, tout simplement, dans le thème astral. Mais pas juste qu'est-ce que veut dire le soleil dans tel signe, dans telle maison. Elle nous parle vraiment de qu'est-ce que revêt le soleil pour nos psychés. Pourquoi le soleil est considéré comme une entité masculine, pourquoi on se réfère au soleil comme une entité paternelle davantage que maternelle, et pourquoi, à contrario, on se réfère à la lune comme une entité davantage yin, féminine, et comme l'archétype maternel par excellence. Et je me souviens que c'est comme ça que j'ai compris à quel point le soleil est une entité extrêmement dominante dans nos sociétés. La raison pour laquelle dans l'astrologie pop, on va davantage interpréter le soleil en premier. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un patriarcat tout simplement et que le soleil, comme étant la quête du héros, l'entité individuelle capitaliste par excellence, a pris davantage de place dans nos sociétés. Et pourquoi la lune l'est moins en fait et qu'on va devoir la rencontrer d'une toute autre manière dans nos psychés et dans nos thèmes astro. Évidemment, elle dit aussi, et je trouve ça absolument fascinant, que ça dépend de tout un chacun. Évidemment, ça dépend de chaque thème astral, de la singularité de chaque thème astral. On va avoir des thèmes qui sont davantage articulés autour du soleil, pour lesquels le fait de prendre sa place dans le monde va être beaucoup plus important que pour les personnes qui ont davantage d'énergie lunaire et qui ont une forme d'intériorité beaucoup plus importante, qui n'ont pas tant besoin d'inscrire leur individualité dans le monde.
mais qui sont davantage rattachés au clan, à la famille, et qui ont une forme de loyauté familiale aussi beaucoup plus ancrée. Donc elle parle de tout ça, je pense que je l'explique beaucoup moins bien qu'elle. Je vous recommande vraiment, vraiment de lire ce livre qui est incroyable. Juste un aparté également, c'est un livre qui est assez particulier à lire comme tous les livres, je pense, de Liz Green, parce que ce sont des enregistrements de conférences qui ont été faites à Zurich. À l'époque, il y avait une association d'astrologie ici à Zurich et donc c'est un livre qui est en fait un enregistrement d'une conférence. Donc parfois c'est assez difficile à lire, c'est un dialogue en fait entre l'audience et Liz Green. C'est assez particulier, mais quand on s'habitue à l'exercice, ça devient relativement facile. Le deuxième livre de Liz Green que je recommande, c'est The Inner Planets de Liz Green et de Howard Sass-Portas, qui nous parle des planètes intérieures, des planètes personnelles que sont Mercure, Vénus et Mars seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu le livre sur les luminaires, le Soleil et la Lune. Donc The Inner Planets s'articule uniquement de Mercure, Vénus et Mars. C'est aussi une conférence enregistrée, donc c'est pareil, ça s'articule exactement de la même manière. Et ici, on va vraiment comprendre les dynamiques de chacune de ces planètes, de la mythologie aussi derrière. Je me souviens que c'est un livre qui met vraiment l'accent aussi sur la mythologie derrière chaque planète. Un livre incroyable pour vraiment comprendre les dynamiques relationnelles à travers Vénus, les dynamiques de sens d'agence, de stamina de Mars, mais aussi les dynamiques aussi relationnelles de communication de Mercure, de stimulation intellectuelle. Vraiment, pour comprendre toutes ces planètes, je pense que c'est un fondamental pour un astrologue qui s'intéresse à l'astrologie psychologique. L'autre livre de Liz Green que je recommande, ça s'appelle The Development of Personality. Donc là, ça devient un peu plus compliqué pour un débutant. En fait, elle va prendre le parcours d'individuation d'une personne de l'âge, donc du stade de nourrisson à l'âge adulte, en explorant les grands transits qui se passent tout au long de la vie et de quelle manière nos psychés vont évoluer à travers ce développement de nourrisson à l'âge adulte. C'est particulièrement intéressant quand on s'intéresse à la psychologie. Alors, je pense pas apprendre littéralement pour interpréter un thème astral, parce que là, forcément, on ne connaît pas toutes les dynamiques des consultants qui viennent nous voir. On rentre dans des dynamiques extrêmement intimes, extrêmement psychologiques. Donc, toujours apprendre avec beaucoup de recul, sans faire de suppositions sur la vie des consultants. Mais ça reste intéressant pour comprendre la psychologie au sens large, pour comprendre les dynamiques oedipiennes, les complexes d'électres dans le thème astral, les systèmes d'attachement qu'on va nouer par rapport à ses parents. Je me rappelle aussi qu'elle articule très bien aussi tout le développement cérébral et psychologique des adolescents, de la phase adolescente. Donc vraiment un livre incroyable, mais pour comprendre vraiment le grand contexte de l'astrologie psychologique sans toutefois l'utiliser pour des interprétations de thèmes. Je pense que quand on n'est pas psychologue, il faut savoir connaître la différence entre être astrologue praticien astrologue, ou alors psychologue thérapeute. Il y a une ligne qui est parfois floue, mais qu'il faut savoir respecter aussi. Le livre de Liz Green et Howard Sass-Portas sur les 12 maisons, qui s'appelle The 12 Houses, et alors là, bon, on est vraiment dans un bijou, je dirais, pour comprendre les 12 maisons du zodiaque. C'est un livre fondamental pour les débutants et pour les confirmés, parce que on va vraiment comprendre que les 12 maisons, et ça je l'ai vu que chez Liz Green et Howard Sass-Portas, que les 12 maisons ne sont pas à interpréter de manière isolée les unes des autres. Et c'est quelque chose que j'ai souvent vu en ligne sur différentes formations, que les maisons sont vraiment isolées les unes des autres. Sauf que pour Liz Green, qui s'inscrit dans la psychologie jungienne et qui, je le rappelle, est une analyste jungienne qui a étudié à l'Institut Jung de Zurich, eh bien ces 12 maisons sont interconnectées en fait. Elles représentent le parcours d'individuation d'un individu. Et c'est pour cela que, par exemple, la maison 8 est à interpréter de manière conjointe avec la maison 7. Pourquoi? Parce que si on reprend l'interprétation initiale de la maison 8, on est dans les ressources partagées.
Mais les ressources partagées de quoi en fait? Ce sont les ressources partagées avec le conjoint qu'on a rencontré en maison 7. Et donc on a 2 maisons qui sont interconnectées et qui ne sont pas isolées les unes des autres, de la même manière que la maison 12 et la maison 1 se suivent et racontent précisément le moment où on retourne au tout, au chaos universel, à la matrice utérine, et on va revenir à la vie dans une autre existence, si tant est qu'on croit à l'astrologie karmique. Donc on a vraiment tout un parcours d'individuation qui est cohérent pour Liz Green et pour Howard S. Portas. Chaque interprétation de maison est incroyable. Il donne aussi des interprétations des nœuds lunaires qui est vraiment aussi un bijou. Je recommande absolument, et à chaque fois que j'ouvre ce livre, je retrouve quelque chose de nouveau sur lequel je m'étais jamais arrêtée. Quelque chose de nouveau même par rapport à mon thème, et c'est ça aussi qui est fascinant, c'est que souvent, même si on est astrologue, eh bien on rencontre beaucoup de choses nouvelles sur son thème, dans les lectures qu'on fait, dans tout ce qu'on rencontre, donc vraiment ce livre est absolument incroyable. Le dernier livre de Liz Green que je recommande pour vraiment les avancées pour le coup, et pour les personnes qui ont un goût, je dirais, assez plutonien, très sombre de nos thèmes astro, c'est The Dark of the Soul de Liz Green. Alors c'est un livre qui parle des placements très sombres de la psychopathologie. Donc on est vraiment sur l'autre bout du spectre, là on est vraiment sur la singularité de psyché particulièrement tordue et particulièrement sombre. Mais si c'est un sujet d'intérêt, c'est un livre qui est fascinant, qui est assez difficile à lire, mais elle raconte en fait les placements de certaines personnes qui se sont révélées être des psychopathes a posteriori. C'est un livre qui reste, je dirais, intéressant pour de la pure stimulation intellectuelle et voilà. Et enfin, un livre hors catégorie, je dirais. Hors catégorie, mais j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour le décrire. Je dirais que c'est un de mes livres préférés. Et surtout, il a été écrit par mon astrologue préféré. Et ce livre est le suivant. Et cette fois, je l'ai pas en version digitale. Ça s'appelle Cosmos and Psyche de Richard Tarnas. Et Richard Tarnas, c'est en fait un historien et un astrologue archétypal qui est en fait à la genèse de la terminologie astrologie archétypale. C'est un livre ici qui nous parle de l'histoire en fait, de l'histoire de l'Occident en particulier et des grands transits qu'a rencontré le collectif d'un point de vue archétypal et qu'est-ce que ça a voulu dire pour nous d'un point de vue collectif. Donc là on n'est pas du tout sur de l'interprétation individuelle, on est vraiment sur des grandes thématiques collectives mondiales et qu'est-ce qui s'est passé précisément pendant certains transits, qu'est-ce que ça veut dire de nous en tant qu'humanité d'un point de vue symbolique, d'un point de vue mytho-poétique. L'introduction est absolument fascinante. Il explique à quel point l'Occident, par la recherche, la science et le pragmatisme et le cartésianisme qui sont absolument fondamentaux pour nous en tant qu'humanité, il explique à quel point le pendant de ça, parce que tout dans l'astrologie existe en termes de polarité, le pendant d'un tel pragmatisme, eh bien c'est la désacralisation absolue de la Terre en fait, de nos psychés. C'est la raison pour laquelle, d'après lui, la déforestation existe, que le réchauffement climatique existe, mais aussi la raison pour laquelle on se sent de plus en plus aliéné socialement, isolé spirituellement et complètement déconnecté de la fonction transcendante dont parlait Jung. C'est la fonction spirituelle qui nous relie au cosmos, ce qu'avaient par exemple les sociétés indigènes, mais dans nos sociétés occidentales, eh bien, ça a été complètement perdu au profit du cartésianisme. Et il explique à quel point ça a été... c'est particulièrement douloureux. Et je pense personnellement que c'est la raison pour laquelle on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'astrologie et à d'autres disciplines comme celle-ci. Je pense que c'est notre besoin, la fonction transcendante en nous, qui a besoin de se rattacher au mythe, au symbole, à la mytho-poésie,
parce qu'on en manque fondamentalement, on n'est pas des robots et on a besoin de se connecter à nos âmes de toute manière. Et le paradigme masculin patriarcal est extrêmement dominant, eh bien le féminin va vouloir trouver une place de toute manière si on ne lui fait pas de place, et ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Le féminin va se faire une place de toute manière. C'est yin et yang, ça s'oppose et ça doit exister de toute manière. Et je trouve que si on lui fait une place à travers la mythopoésie, à travers le symbolisme, à travers l'interprétation des rêves, à travers l'astrologie, c'est déjà faire un pas vers cette énergie, c'est déjà faire un pas vers soi, vers le corps aussi, vers le somatique, plutôt que trop d'intellectuel, trop de cartésianisme et de pragmatisme. Donc voilà, c'est mon livre préféré de ce genre-là, je dirais. Richard Tarnas, qui est une personne fabuleuse, qui fait beaucoup d'interviews, qui est extrêmement humble et en même temps tellement fascinante. Et c'est aussi un chercheur en psychologie transpersonnelle. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande vivement les livres de Richard Tarnas, que ce soit Cosmos and Psyche et un autre, The Passion of the Western World, donc la passion du monde occidental. On arrive sur la fin de cette vidéo qui était un peu plus longue que ce que j'imaginais. Je voudrais faire une note de fin qui est ma recommandation fondamentale pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, qui aimeraient devenir astrologue ou qui aimeraient pratiquer l'astrologie d'une manière ou d'une autre et qui se disent, je sais pas, qu'il y a beaucoup trop de concurrence, qu'il y a déjà tellement d'astrologues et qu'il n'y a pas de place pour elles. Déjà, ce n'est absolument pas vrai parce que ce qui fait la richesse d'un astrologue, c'est son parcours personnel, ce sont ses affinités personnelles, c'est toute la richesse de son interprétation à lui ou à elle et qui lui vient de son existence en fait. Donc déjà, il ne peut pas y avoir trop de concurrence parce qu'on est tous tout à fait uniques. Je sais que ça semble extrêmement cheesy, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Et la deuxième chose, c'est que évidemment, je recommande de lire des livres d'astrologie, de se former avec des personnes qu'on apprécie, dont on apprécie la pratique. Évidemment, ça reste fondamental. Mais je dirais que le plus important pour moi, en tout cas pour ma pratique, ça a été de ne pas lire que des livres d'astrologie. Et en fait, de percevoir la richesse du symbolisme astrologique à travers tout ce que je voyais et tout ce que je lisais et tout ce que j'entendais. Évidemment, il faut un tout petit peu comprendre les fondamentaux, des signes, des archétypes. Mais une fois qu'on a ça, il faut aussi arriver à se faire confiance et à voir le monde à travers une lunette mythopoétique, à travers une lunette symbolique. Et donc, par exemple, écouter, je sais pas, une musique, de la musique classique, qui a mis un sens, qui nous fait penser à l'archétype neptunien, qui est abstrait, qui est beau, qui est éthéré, qui nous fait penser à l'archétype neptunien, qui nous parle de l'archétype neptunien à travers sa musique. Ça peut être relire Dostoïevski et être absolument subjugué par la tension entre les dynamiques saturniennes et plutoniennes de ses livres, la tension entre la conscience morale de ces héros, ces anti-héros et la pulsion de rage destructrice de Pluton. Ça peut être écouter Chopin à nouveau pour être rattaché à une vulnérabilité lunaire, à quelque chose de très nébuleux, de nostalgique à travers la musique. Ça peut être aller au musée et penser à un archétype, ça peut être lire un livre, ça peut être regarder un film. Et donc en fait, le vocabulaire astrologique s'est construit comme ça pour moi à travers autre chose que l'astrologie. Je pense que c'est ce qui a fait ma richesse en tant qu'astrologue, c'est de sortir des sentiers battus. Sinon, on consomme tous la même chose, on consomme tous les mêmes interprétations et on régurgite précisément la même chose. Je pense qu'il est très important de ne pas s'enfermer là-dedans parce que aussi c'est une discipline qui peut très vite s'enfermer dans quelque chose de trop intellectuel, de trop dans le mental, de très mercurien en fait. Tandis qu'en vérité, l'astrologie, c'est un seuil, un passage initiatique pour appréhender le transcendant, la spiritualité aussi à travers son corps, à travers la fonction somatique, à travers le cœur. Et pour ça, il faut sortir un tout petit peu de l'académique et des livres académiques et d'investiguer autre chose. Investiguer aussi la méditation, le yoga,
Je pense que c'est une pratique qui devrait nous connecter aussi vers d'autres choses plutôt que de seulement rester sur nos synapses intellectuelles. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a enrichi d'une manière ou d'une autre, que ce soit les astrologues néophytes ou les plus confirmés. Si vous appréciez cette chaîne, je vous invite vivement à vous abonner, il y aura d'autres vidéos en ce sens, et à commenter et à liker cette vidéo, ça m'aidera beaucoup. Je vous souhaite une magnifique journée, un très bel été et à tout bientôt.